sans lequel l'entreprise perd tout son sens, mais ce n'est pas la condition unique. Elle est indispensable, mais elle n'est pas unique. La pérennité est aussi, et pas aussi, mais obligatoirement corrélée à des performances sociales et environnementales. Quand je dis sociale, ça veut dire une performance au sein de l'entreprise, donc destinée aux salariés de l'entreprise. Comment peut-on considérer qu'il y a une performance sociale? Cela se mesure par des indicateurs, en l'occurrence. Un des indicateurs les plus connus, c'est l'engagement des hommes, c'est la mobilisation des hommes au travail qui se matérialise par des enquêtes, etc., pour pouvoir scorer un degré d'engagement, de mobilisation des hommes durant leur travail. Et leur performance environnementale, qui est en fait ce que l'on produit, ses impacts sur notre environnement. Quand on dit environnement, c'est l'environnement, mais aussi sociétal, c'est-à-dire sur la société dans laquelle nous exerçons notre activité. Quel est l'impact que nous faisons? Ça sera aujourd'hui, au monde de la digitalisation et des réseaux sociaux, ces performances-là sont hyper importantes. Une entreprise peut disparaître du jour au lendemain par une erreur environnementale, sociale, de réputation. Donc la réputation de l'entreprise, du brand, devient tout aussi important en termes de processus de pérennité et en avoir conscience. Cette performance, elle est globale au sens où elle est systémique. Ça veut dire quoi, systémique? Ça veut dire qu'elles sont en lien en interaction. Le profit étant quelque chose d'indispensable, c'est la base, c'est l'oxygène. Imaginez qu'il n'y ait plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Mais l'oxygène n'est pas suffisant. Il faut d'abord qu'il y ait, donc le profit doit exister. Le profit et les performances économiques, c'est quelque part cette valeur perçue par le marché, par le client, ramenée au coût indispensable à mettre en place pour créer cette valeur. Cette valeur perçue, plus elle est grande, et plus le coût est maîtrisé, plus au global nous pouvons réaliser des profits élevés. Donc de cette performance globale, on dit c'est l'art aujourd'hui du leader, je dirais, du dirigeant, de pouvoir trouver l'arbitrage optimal, parce qu'il n'est pas simple de pouvoir répondre simultanément aux intérêts de toutes ces parties prenantes. La partie prenante sociale, par exemple, c'est le salarié, qui a besoin d'une rémunération, d'une augmentation, etc., etc. La performance économique, c'est l'actionnaire qui doit aussi optimiser son capital et avoir des dividendes conséquents. L'environnement, le sociétal, etc. L'optimisation de tout cela est un travail du quotidien et c'est un arbitrage à faire, parce qu'on ne peut pas mettre le curseur à 100% pour chacun. Il va falloir optimiser. Et c'est là l'art du manager et du dirigeant. Donc, parmi les leviers de cette performance, je dirais que le leadership est par essence le premier levier, le leadership du dirigeant, sa capacité à conduire les hommes, ce qui passe obligatoirement par la création d'une dynamique de groupe autour de l'intelligence collective, parce qu'il ne peut pas faire seul, et il n'y a pas quelqu'un qui fait seul. Imaginez sur un terrain de football un joueur qui joue tout seul, c'est pas possible. Et c'est par cette capacité à pouvoir organiser, créer de l'engagement et de la synergie entre toutes les équipes qu'on crée une intelligence collective. Le leadership, lui, va fonctionner va avoir pour responsabilité de définir ce cap, la vision. Où allons-nous? Conduire les valeurs, et on va voir ça, c'est fondamental pour la suite. Et choisir des hommes. Donc finalement, le leader a deux responsabilités. Il fixe le cap, où doit-on aller? Et il s'entoure. Le reste se fera à travers lui, il va continuer à le faire, on va créer la dynamique nécessaire, mais ce sont principalement ses premières responsabilités. Il fixe le cap et s'entoure. Et pour cela, pour créer au global une stratégie, cette analyse pertinente, une capacité de mettre en œuvre, de se différencier. Et comme on est dans une salle de cinéma, cela m'inspire pour illustrer ce processus, qui est le processus de chaîne. Et la chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, est composée de maillons, et la chaîne a la faiblesse de son plus faible maillon. Autrement dit, aujourd'hui, que si nous sommes bons sur une des chaînes, c'est-à-dire, imaginons qu'on va faire une notation. Nous avons un 20 sur une des chaînes en termes de puissance, 20% d'intensité.
et que nous avons sur un maillon de la chaîne, et que nous avons sur l'autre maillon un 2, on aurait tendance à croire que la chaîne aurait une moyenne de 10. Sachez que c'est faux, que la chaîne cassera par le plus faible maillon, donc la moyenne de la chaîne est celle du plus faible maillon, c'est-à-dire 2. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que dans des processus systémiques comme ça, il est vain de pouvoir s'acharner à avoir un maillon fort, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Et ce qui est le plus pertinent, c'est de se mettre à tous les niveaux du maillon, partout, et grandir petit à petit en simultané. Et c'est ce que nous interpelle l'analyse systémique. On n'est pas dans du séquentiel, on est dans du systémique. Je vais vous donner un exemple, puisque nous sommes dans une salle de cinéma. Un réalisateur de film. Que fait-il? Un grand réalisateur qui écrit son scénario et qui imagine son film. C'est le leader qui définit la vision. Ce film n'existe pas encore. Il l'a imaginé, il a écrit les textes. Ensuite, il va passer à une deuxième étape, c'est donc choisir les hommes, les acteurs, les processus. C'est pas lui qui va tout faire, obligatoirement. Et ensuite, il va mettre en scène cela. Et le film, au final, pour qu'il soit chef-d'œuvre, c'est que tous ces maillons de la chaîne, la scénarisation, au choix des œuvres, au choix des acteurs, etc., soient à un niveau de degré d'efficacité tel qu'au final, on a une chaîne, donc un film, qui est un chef-d'œuvre. Donc vous voyez un petit peu, l'analogie est parfaite, hein, elle est éloquente, mais elle est parfaite, avec un processus aujourd'hui de management partant du leader à la mise en œuvre de la stratégie. Cela, en deuxième niveau, puisque c'est le deuxième sujet, qui a un cran de niveau logique un peu plus bas, c'est l'intelligence collective. Une des questions toutes simples qu'il faudrait qu'on se pose, en tant que dirigeant d'équipe. Les membres de vos équipes, ou de nos équipes, jouent-ils la même partition? Imaginons qu'on soit dans un orchestre, aujourd'hui, comme celui-là, et qu'il y a un chef d'orchestre où tous les musiciens, chacun joue ce qu'il veut. L'un du Mozart, l'autre du Beethoven. Ils sont tous talentueux, les musiciens. Chacun a pris individuellement. Mais jouent-ils la même partition? Font-ils de cela une intelligence collective? C'est une question à se poser. Elle est toute simple, elle est illustrée de la musique maintenant, mais elle a tout le sens. Joue-t-on la même partition? Et comment fait-on d'avoir un chef d'orchestre qui anime une dynamique de groupe pour qu'elle soit parfaite et que la symphonie soit réalisée? Alors c'est une question où là aussi le leadership prend toute sa dimension. Notre chef d'orchestre est fondamental dans cette affaire. On revient donc à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est qu'un leader mobilise les hommes, pour l'analogie, autour de valeurs, autour d'une mission d'abord, d'une vision et de valeurs. C'est quoi une mission? Une mission, c'est quoi le territoire de mon entreprise? Quelle est la vocation de ce que je fais tous les jours? Elle porte en elle toute sa noblesse et elle est censée être mobilisatrice, cette mission. J'ai envie d'être avec vous et de conduire un projet de société qui a pour finalité telle et telle chose. Ensuite, il y a la vision. C'est l'objectif à 3 à 5 ans. Qu'est-ce que je veux devenir dans ce territoire, dans cette mission que je me suis préalablement définie? Et tout cela est d'ordre identitaire. Il y a des valeurs qui vont m'animer tous les matins, et qui ne sont pas nombreux, et qui font ce que je suis, et qui me définissent. Un titre individuel, mais un titre collectif. C'est ce que le leader, à ce travail-là, doit avoir clairement dans l'esprit. Il crée ensuite une dynamique de groupe, au travers d'autres types de valeurs qui sont beaucoup plus universelles, qui sont des valeurs d'usage, de vivre ensemble. La confiance, la capacité d'agir, l'enthousiasme, le soutien, la reconnaissance, la justice. Ça, c'est des leviers de l'engagement. C'est des grands leviers de l'engagement, du vivre ensemble. Ils sont universels, ce n'est pas propre à une culture ou à une entreprise. L'homme a besoin de confiance pour pouvoir agir. L'homme a besoin de capacité d'agir, c'est-à-dire qu'on lui donne les moyens pour qu'il agisse. La reconnaissance du groupe, la reconnaissance de son entourage est fondamentale. Je te reconnais comme tel. La justice, l'éthique dans le comportement au quotidien est également une valeur de base. Toute l'absence de l'une de ces valeurs-là crée
un manque, et par conséquent impacte obligatoirement la dynamique, l'engagement, etc., etc. C'est pour ça que je vous parle de dimension systémique. Un regard quasi quotidien sur des signaux faibles d'une remise en question, de questionnement sur des choses évidentes. Le manager, le leader doit se poser, s'interroger, se questionner sur des choses qui d'apparence sont évidentes, pour prendre conscience. Et c'est par cette prise de conscience qu'on décide de se transformer, et par là même de transformer ce qu'on inspire. Le leadership aussi, le leader, ou le dirigeant leader, ou le manager leader, prenez-le comme vous voulez, c'est s'entourer. Et c'est s'entourer, on a parlé des choix des hommes, mais aussi de type de personnalité. Alors ce que je dis de type de personnalité, parce qu'il faut qu'il y ait ce discernement et ce regard de justesse du regard pour pouvoir détecter, c'est toujours un exercice compliqué, auprès de ceux qui vont rejoindre l'entreprise, par exemple, ceux qui intégreraient la culture, laquelle culture il a lui-même pensé, etc. Est-ce qu'aussi il y a des personnalités compliquées, des gens ambitieux outre mesure, une ambition écrasante, qui fait qu'il ne peut pas intégrer une équipe. On a vu, par exemple, pour analogie au football, de très grands joueurs être exclus par le coach, parce qu'il n'intègre pas l'équipe, alors que c'est de très grands joueurs. Donc le talent, parce que lui, il est écrasant, parce que c'est une ambition. Alors, c'est ce type d'analyse, de lecture qu'il faut aussi faire, parce qu'un jardinier, aujourd'hui, s'occupe des mauvaises graines. Une mauvaise graine enlève un jardin, même si le jardin est très beau. Donc s'en rendre compte, mais également avoir une diversité de personnalités, pour qu'il n'y ait pas une lecture unique du monde. Une diversité de regards, de capacité à regarder les choses d'une manière différente, pour justement créer la diversité. Ce qui va être commun, c'est ce partage. Ce partage de quoi? Ce partage de valeurs, de visions. Et j'irai plus loin dans le partage. Un partage permanent. Je peux citer aujourd'hui un exemple dont je pense nous sommes assez fiers dans l'entreprise aujourd'hui que je dirige, c'est partager les formations, par exemple. Les décliner à toute l'échelle pour que l'on puisse avoir un socle commun, un référentiel sur qui nous semble être important. Mais tout le monde, le savoir tous, à toutes les échelles. Le partage permanent est aussi un élément important. Donc ça, c'est des témoignages que je vous apporte, que je restitue par une expérimentation, et ça ne se prétend pas être un modèle. Le leadership. La question qui pourrait nous interpeller, y a-t-il un modèle de leadership? On va aller plus vite. Eh bien, je serais tenté de vous dire que non. Oui et non. Aujourd'hui, si on jetait un coup d'œil sur la littérature, il y a plus de 200 qualités qui définiraient le leader. 200, c'est beaucoup. Si on prenait les grands de ce monde, chacun privilégierait, il sera amené à privilégier une dimension plutôt qu'une autre. Randi sera l'incarnation de ce que l'on souhaite être. Un peu repris par Einstein qui place l'exemplarité comme la valeur par excellence. Nelson Mandela qui a cette capacité à avoir une vision et la mettre en œuvre. C'est le scénariste tout à l'heure. Avoir une vision, être capable de la mettre en œuvre, c'est fondamental. Pour des managers et des dirigeants aussi forts que Bill Gates, pour lui, c'est aussi la dimension collaborative de donner l'empowerment aux gens et de déléguer, la force de délégation et de capacité d'une équipe à agir. Steve Jobs est dans la persévérance, réussir à force de jamais renoncer, j'y arrivais, donc j'ai fini par y réussir par cette détermination. Musk, qui est le créateur de la Tesla, la voiture électrique, qui lui place l'innovation et le droit à l'erreur comme au cœur de cette lecture du management et du leadership. On voit que chacun, selon sa sensibilité, a déterminé ce qui pourrait être pour lui l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autre chose. Mais s'il y avait un mot, ça serait quoi? S'il y en avait un seul, ça serait quoi? Ben, c'est ça l'idée. Alors moi, ce que je veux dire, je pourrais tenter de te dire,
qu'il n'y a pas une définition définitive de ce que c'est qu'un bon leader. En revanche, je pense qu'il y a des types de leadership. Le leadership du type charismatique que tout le monde connaît, hein, l'homme bien clair dans sa tête, qui a une vision, capacité à la mettre en œuvre, et qui est dans une posture très charismatique, et le leader souvent considéré comme tel, il a du charisme, c'est un bon leader. Est-ce que vraiment c'est un leader d'entreprise qui est bon? Il y a le leader servant, qui est là pour apporter son aide aux autres, à faire de sorte qu'il leur donne les moyens d'agir et les moyens de faire, et d'être là pour les porter, pour les aider. Est-ce que c'est le leader idéal? Je serais tenté de dire que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est beaucoup plus un leader transformationnel. Et qu'est-ce qu'un leader transformationnel? Un leader transformationnel est quelqu'un qui ne fait que créer l'ambiance qu'il faut, qui met l'écosystème nécessaire à ce que les gens se transforment et deviennent meilleurs. Il est là pour apporter, mais avec le dosage qu'il faut, pour permettre aux gens d'être meilleurs, de se transformer, de devenir leaders eux-mêmes. C'est ça le leadership, le plus optimal de ce jour. Et donc ça va nous interpeller tout à l'heure vers une lecture, vers une découverte de ce que serait peut-être l'entreprise de demain. On va la voir tout à l'heure rapidement. Et pour finir, je pourrais vous dire qu'en conclusion, pour moi, un leader fixe la voie, montre une vision. Souvent, quand l'entreprise grandit et qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, c'est une vision coproduite avec les équipes. On coproduit ensemble la vision, et qui est partagée. C'est un leader qui inspire vers les valeurs qu'il porte, ce qu'il défend, qu'il donne le pouvoir par l'empowerment qu'il donne aux hommes, et qui conduit le changement. Nous sommes obligatoirement acculés à un changement perpétuel. Et donc, un leader est par nature une qualité fondamentale de pouvoir conduire ce changement. Alors, quelques idées sur ce que c'est que le leadership, c'est que le contexte, la culture et la communauté révèlent le leader. On peut être leader dans son entreprise et pas dans son comité de quartier. On peut être leader sur un terrain de foot, mais pas dans son entreprise. Ce n'a rien à voir. Le leadership n'est pas multi-contexte. Il est contextuel. Il est relatif à la communauté qui révèle le leader. C'est la communauté qui révèle le leader. Les leaders se confirment dans le temps. C'est pas « Ah, j'ai découvert le leader en 24 heures ». Et un leader a une vision inspirante, une cause qu'il incarne avec passion. Cette capacité à incarner cette cause avec passion, à telle enseigne qu'il va en être l'exemple et la porter, qu'il va susciter le désir des autres de le suivre. C'est les suiveurs qui créent le leader. Ce n'est pas lui qui décide je suis leader. Il l'est que parce qu'il porte une vision, qu'il y a des gens qui ont décidé de le suivre pour cette vision. Et qu'il l'incarne fortement et qu'il en démontre de toute la passion. Et les vrais leaders inspirent de nouveaux leaders. Ce n'est certainement pas notre leader charismatique de tout à l'heure. Donc, c'est ça, de véritables manières de faire, ça, c'est, disons, des conclusions auxquelles je vous appelle. Et avant de finir, j'ai un autre petit slide, un slide qui nous amènera à méditer. C'est la nouvelle organisation performante qu'on appelle désormais l'entreprise libérée, qui est un petit peu venue depuis quelque temps chambouler un petit peu les croyances, les modes opératoires, en démontrant qu'avec un mode organisationnel complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, complètement inversé, nous créons de la performance et de la grande performance. Les entreprises libérées ont démontré qu'ils pouvaient multiplier par 2, par 3 le chiffre d'affaires, avoir des cash flows qui grandissent beaucoup plus que la concurrence, par un mode organisationnel différent. C'est dans cette entreprise libérée, l'intelligence collective devient centrale. Et le leader devient uniquement dans un rôle, qui est le transformationnel dont je parlais, de s'occuper d'être gardien des valeurs, de l'identité forte, sur lesquelles on se met d'accord, et en mode de gestion laisser faire. Laisser faire, ça veut dire donner le pouvoir à l'autre pour qu'il agisse. C'est quoi les principes? Une entreprise libérée, c'est une structure plate, pratiquement plus de structure. Il faut oser l'imaginer. Ce n'est pas un concept, c'est un chemin à parcourir. D'un point A à point B, on peut à chaque fois y rajouter quelque chose. Dans une entreprise qui décide d'enlever la pointeuse,
elle se prépare à se libérer. C'est un petit acte, mais qui se prépare à se libérer. Une structure plate avec des règles simples, mais appliquées avec rigueur. Il n'y aura pas 25 000 règles. Il y aura des règles du non négociable. Voilà le non négociable, mais ça, il faut les appliquer. Et on les applique tous parce qu'on y croit. Pas parce qu'il y a un flic derrière qui nous oblige à le faire. Où le chef est un coordinateur coopté par l'équipe. C'est-à-dire coopté, ça veut dire qu'il est désigné par. C'est l'équipe qui le désigne. La cooptation, c'est que je veux que vous soyez mon coordinateur. Pas que c'est moi qui ai décidé de l'être. Pour revenir au cinéma, il y a un documentaire qui s'appelle Raïs Abhar, tunisien, et qui montre comment la pêche du thon et la matenza, les pêcheurs, avant de sortir en mer, désignent qui est le Raïs. Et il est coopté par les gens. Et pas coopté, il est unanimement désigné. Parce qu'on ne peut pas se permettre en mer d'avoir un risque de doute, un risque de scission dans les équipes. On désigne, ce sera toi notre chef, que tu vas nous conduire. Donc le bon sens, tout à l'heure je vous parlais du bon sens, c'était des pêcheurs qui ont démontré le bon sens de ce que c'est que le management. Tout simplement. Et la liberté d'agir est uniquement encadrée par un rêve partagé. Le rêve, la vision collective, commune qu'on s'est mis en place, et des valeurs d'usage. Toutes simples. Ça, c'est la loi des 4 B. La bonne foi, le bon sens, la bonne volonté et la bonne humeur. On parlait tout à l'heure d'enthousiasme. L'enthousiasme est une valeur forte de la dynamique de groupe. Imaginons que chaque matin, tout le monde vient en tirant la tronche. C'est pas simple à vivre. Et en plus, si c'est le patron. Qu'il en ait conscience, déjà. C'est important. Il n'y a pas de performance sans bonheur dans l'entreprise libérée. La finalité de l'entreprise, c'est l'homme, et l'homme a pour finalité, pour l'entreprise, de créer du bonheur. D'ailleurs, le département ressources humaines a pour responsabilité, RH, rendre heureux. Le collaborateur heureux, le pourquoi est de savoir, le bonheur est de savoir le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et donc c'est le sens dont on parle. Son action est d'être totalement libre du comment faire. Et il se donne la liberté du comment faire. Le collaborateur heureux fait des clients heureux. Et le client heureux fait l'actionnaire heureux. Ça, c'est des concepts qui sont vieux comme... Pas vieux, mais ça, Richard Branson de Virgin le disait déjà. Occupez-vous de vos salariés, ils s'occuperont de vos clients. Ce monsieur-là a créé une entreprise dans l'IT en Inde qui a triplé son chiffre d'affaires par rapport à la concurrence en chamboulant complètement les règles de management. L'employé d'abord, les clients ensuite. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le salarié et le premier client. Lorsque lui sera satisfait et aura tout compris, eh bien,